Alors bonjour à tous, donc je suis aujourd'hui avec Jean-Baptiste et Patrick donc, qui sont tous les deux là pour m'accompagner sur cette table ronde où on va parler de transformation digitale, le sujet qui est à la mode en ce moment sur les différents réseaux et d'ailleurs depuis quelques années. Donc Patrick, toi ton truc c'est l'agilité, donc tu travailles chez Concerto, tu as découvert l'agilité surtout avec sa vision nord-américaine quand tu étais à Montréal. C'est ça. Voilà, et tu vas nous en parler de quelles ont été tes impressions quand tu es revenu en France et que tu as vu ce qui était l'agilité aujourd'hui à Lyon, en tout cas. Voilà. Toi, Gilles, tu as créé Yewa, donc, dont l'objectif est de réconcilier toute la partie DSI et numérique et de faire converger donc, les synergies, comme tu le dis si bien. On va essayer. C'est bon? C'est bon jusque-là? C'est bon. Ok. C'est parti. Alors en fait, on va essayer de vous évoquer ces aspects donc sur tout ce qui va être outils humains et méthodologie, voilà, qui sont les trois grands points qu'il faut avoir en tête, pour moi en tout cas, dans le cadre d'une transformation digitale. Et on va voir si transformation digitale, c'est bien le bon terme, d'ailleurs. Peut-être pas. Si on y répondra à la fin. Sur l'aspect outils, souvent la transformation digitale, bon, c'est quand même le mot utilisé par les SS2I, ESN, on dit maintenant, ça a été ça leur transformation digitale, pour dire voilà, il faut que vous vous transformiez digitalement, voilà. Bon. On est passé de l'ingénierie au service numérique et par des outils et par de la communication, une bonne couche de marketing. Et ouais, c'est souvent les outils qui sont poussés et mis en avant par les ESN pour aller vers le digital. Alors, on en parlait un petit peu à la préparation, mais quelle est la différence entre digital et numérique? Il y a déjà un flou au niveau du vocabulaire. Donc, transformation digitale, ouais, l'axe outil est souvent employé par les ESN en disant on va vous mettre du digital, des outils collaboratifs, des outils d'outillage, d'intégration continue, on parle de DevOps, on parle d'outiller. Seulement, ça a des impacts forcément sur les organisations et les humains. Mais ça, quelque part, ce qui est outillage, les grosses entreprises, dès qu'on est plus sur de la TPE, leur transformation au niveau numérique, la mise en place de CRM, de RP, ça a déjà été fait largement avant, quand on y pense. Alors oui et non. Oui, parce que les CRM, les ERP existent. Non, parce que les technologies ont avancé beaucoup plus vite que ce que les DSI étaient capables de faire. Et on a des plateformes en SaaS, on a des outils avec des IHM complètement nouvelles, on a des possibilités technologiques que les DSI ont eu du mal à combler ou à rattraper. Alors aujourd'hui, la transformation, s'il y a eu transformation, elle est un peu comblée, on va dire, parce que les DSI ont réussi à rattraper un certain retard. Mais l'initiative de tout ce mouvement n'était pas de la DSI, n'était pas de l'informatique. C'est là où la transformation est vécue comme une transformation pour la DSI. Souvent, les outils viennent de l'extérieur. C'est les métiers qui sont tournés vers du SaaS. Ça a commencé avec des Gmail, avec des Dropbox, pour échanger des fichiers, pour avoir un peu plus d'ouverture, de collaboratif. Puis aujourd'hui, on parle de Trello, on parle de Slack, on parle d'outils qu'on va chercher dans le SaaS. On va chercher du SAP dans le SaaS, on va chercher d'autres choses que la DSI n'arrivait pas à fournir, ou pas assez vite, ou pas assez flexiblement. Donc, la DSI rattrape son retard, mais la transformation digitale via les outils est souvent arrivée par les métiers, qui allaient faire du shadow IT tout simplement. On se tourne vers sa DSI, est-ce que tu sais me faire tel sujet, j'ai besoin de ça? Non, tu sais pas, parce que c'est pas sécurisé, parce que il faudra 3 ans pour le faire. Et on va le chercher ailleurs et on trouve facilement aujourd'hui sur du SaaS, sur d'autres choses. D'accord. Et du coup, ça me fait penser, toi, Patrick, sur les projets où tu interviens. Est-ce que tu interviens plutôt avec des équipes DSI aujourd'hui, plutôt avec des équipes métiers? C'est vraiment... Est-ce que toi, de ce côté-là, tout est bien collaboratif? C'est intéressant ce que tu dis parce que je suis intervenu surtout auprès d'équipes en Amérique du Nord, donc à Montréal. Donc je ne sais pas si ça s'appliquera vraiment à ce que j'ai expliqué, mais là où je suis intervenu, c'était des équipes qui étaient souvent un petit peu mixtes en fait. Assez souvent IT effectivement, mais assez souvent également mixtes. On avait des gens du métier, des gens IT, puis ça faisait des équipes qui se complétaient, puis qui arrivaient à répondre à des problématiques avec un panel de solutions qui était adapté à la problématique, puisque chacun est arrivé là avec sa propre vision et sa propre sensibilité.
Donc c'était souvent beaucoup plus adapté à un véritable problème plutôt que de venir avec des solutions sans qu'on sache véritablement quel problème ces solutions essayent de résoudre. Ah ça, tu prends un peu d'avance sur ce qu'on avait prévu d'évoquer, mais on peut lancer... Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que du coup, en France, comparé aux Amériques du Nord, où j'ai travaillé aussi moi pendant il y a un petit peu plus longtemps, on hérite en France d'un gros problème, c'est la MOE et la MOA. En France, on a voulu séparer à un moment la partie technique de la partie métier, et le terme de business analyst, on a mis énormément de temps à se l'approprier. Je suis pas sûr que ce soit encore approprié partout. Et du coup, cette séparation entre l'informatique qui doit rester technique, qui doit rester une histoire d'ingénieur, de geek quelque part, et qui doit pas se mélanger avec le métier, aujourd'hui on en souffre parce qu'on a pris beaucoup de retard sur ce positionnement. Et c'est vrai que, comme tu le disais, les équipes aux États-Unis ou au Canada sont beaucoup plus mixtes, et on en pâtit justement en France aujourd'hui, on n'a pas souvent des interlocuteurs qui savent gérer les deux en parallèle. Puis, je vais peut-être prendre encore un petit peu d'avance, mais c'est aussi une des choses que cherchent à adresser certaines méthodes agiles. Je pense notamment à Scrum qui, dans sa version vraiment pure, pas la version qui est un petit peu parfois adaptée pour ne pas dire autre chose, mais détournée. Dans sa version pure, Scrum vise à réunir le métier, le design, le business et la tech, puisque une équipe Scrum, au sens propre, est constituée d'un PO, de développeurs, un Scrum Master qui est là plutôt pour essayer de faciliter les interactions entre chaque acteur. Mais l'idée d'une équipe Scrum, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire et non pas une équipe qui est juste composée de dev avec un PO qui vient une journée de temps en temps. Ce genre de choses. C'est quelque chose de très embarqué, quoi. Exactement. Et du coup, je rebondis sur un des points, je te retends la parole après, promis. Tu disais, quand la méthodologie, elle n'est pas détournée, galvaudée, etc., comment est-ce qu'on peut s'en prémunir de ça pour toi, de savoir quand on est en train justement d'être dans cette méthodologie-là et qu'on n'est pas sur la bonne voie? En fait, je ne te dirais pas qu'on est forcément sur la mauvaise voie quand on applique une autre méthodologie que quelque chose qui est déjà éprouvé et connu comme Scrum, comme Kanban, etc. Je te dirais juste que si on dit qu'on fait du Scrum, moi je considère que les mots génèrent des attentes. Quand on dit qu'on fait du Scrum, on crée des attentes auprès de personnes qui utilisent ce mot-là. Alors si on fait du Scrum, on fait du Scrum. Mais si on considère que Scrum n'est pas adapté, autant ne pas venir avec un espèce de carquois de règles qui nous contraignent dans un espèce de cadre très très précis et rigoureux, mais au contraire on essaie de développer une méthode par l'expérimentation, en fait tout simplement par itération, on essaie de regarder ok qu'est-ce qui marche pas, puis on adapte. Une équipe avec laquelle j'avais travaillé, on faisait du Scrum pur au début, on a voulu revenir à l'essentiel, puis petit à petit on s'est rendu compte que certains aspects de Scrum devenaient plus des points, des irritants que des choses qui nous aidaient. Donc on a éliminé Scrum du langage, puis on a considéré qu'on était en train de faire quelque chose qui nous était propre. Donc pour répondre à la question, je sais que je suis un peu allé à côté, mais c'est difficile à identifier à quel moment est-ce qu'on est en train de partir dans la mauvaise direction. Je dirais plutôt que si on fait des points assez réguliers, on appelle ça des rétrospectives, des post-mortem, peu importe le nom qu'on met dessus, mais si de temps en temps on s'arrête et puis on regarde en arrière et on analyse ok qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, si on fait ça assez régulièrement pour corriger le tir, je dirais qu'on a un peu de risque de partir dans la mauvaise direction puisqu'on rectifie le tir assez rapidement. D'accord. Il y a aussi quand même tout l'aspect de se dire, alors moi je disais ça quand j'avais dans mon passé, j'ai beaucoup manipulé ITIL, j'ai découvert l'agilité, le Scrum un peu après. Mais déjà à l'époque, je disais, on a une boîte à outils et il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a que certains outils qu'on sort, qu'on adapte, qu'on combine, qu'on écarte, qu'on teste. Et il n'y a pas de bonne méthode. Donc c'est difficile de dire si on applique ça, ça va marcher ou ça va pas marcher. Est-ce que toi, les gens les décideurs avec lesquels tu interagis, ils te demandent une méthodologie forcément et du coup c'est à toi de l'appliquer ou justement d'essayer de les rediriger vers autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une attente presque aujourd'hui du quelque part j'achète agile comme je vais acheter quelque chose au supermarché quoi. Ouais. Alors de moins en moins. Ouais. De moins en moins. Il y a on va dire 5 ans. Ça rassurait d'arriver avec une méthodologie, un grand nom de SN, de cabinet de conseil, en disant on a
notre méthodo, elle est éprouvée, regardez, elle a marché ici. De moins en moins, parce qu'au final, ces grosses méthodos sont passées, n'ont pas forcément porté leurs fruits. Et puis les boîtes qui marchent aujourd'hui, c'est, comme il disait Patrick, on teste, on essaye, c'est l'itératif, c'est le droit à l'erreur, c'est piocher dans plusieurs méthodos, sur plusieurs compétences. Et du coup, ça, je pense que les décideurs commencent vraiment à le comprendre et sont plutôt ouverts au test maintenant, ils sont plutôt ouverts à redescendre sur la troisième partie de ce qu'on voulait aborder, qui était l'humain. Je pense qu'il y a eu la première vague qui a un peu, on parlait des outils, qui a été usée. Ça y est, tout le monde est outillé ou quasiment. Alors, il y a toujours des nouveautés qui arrivent et toujours des nouveaux outils qu'on peut installer ou mais qui révolutionneront rien, entre guillemets. C'est pas l'outil qui va apporter une solution. Après, il y a l'aspect méthodologique qui est assez limite aussi, parce qu'on l'a évoqué. C'est une boîte à outils et pas une méthode. S'il y en a une qui marchait, j'aimerais bien la connaître et je pense que je serais plus riche. Mais les méthodos, pareil, on en a essayé plein et on se rend compte qu'il n'y a pas de recette magique. Et le cran au-dessus, c'est l'humain. Et du coup, revenir un petit peu plus sur ce que les collaborateurs connaissent, savent. Il y a 90% des solutions à un problème sont déjà présentes dans l'entreprise. Il suffit de les faire émerger. Ça, c'est l'une des forces de... J'avais assisté une fois à un atelier très intéressant sur l'agilité, justement, où ils expliquaient que la pédagogie, c'était de faire améliorer l'amélioration continue. Clairement, sur un exercice d'un lancer de balle, il fallait tous se la lancer, la faire circuler à tout le monde le plus vite possible. Ce qu'ils disaient, c'est qu'au début, les gens se la lançaient dans la pièce, et puis à la fin, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui lançaient la balle et puis mettaient tous leurs mains, et du coup ça touchait toutes les mains super rapidement, et puis ils partaient de 5 minutes au début à 10 secondes à la fin. Voilà. Et ce qu'il disait en fait, c'est que selon à chaque fois qu'il faisait l'atelier, on n'arrivait pas à la même solution, parce qu'il faisait ce meet-up dans différents endroits, c'était jamais la même solution qui en émergeait. Et l'un des exemples pour illustrer ce que tu disais, c'était il y a des gens qui ont vu comme ça marche bien chez Toyota, l'amélioration continue, puis ils se sont dit nous chez tel concessionnaire on va mettre en place la même méthodologie. Sauf que évidemment c'est construit sur un existant, sur des habitudes, et du coup ça se transpose pas quoi. Puis, sur une culture, des construits. Voilà, exactement. Sur une culture, et toutes les cultures ne sont pas prêtes à accepter toutes les toutes les solutions, c'est un abus de langage, mais toutes ne sont pas prêtes à accepter toutes les choses un peu pré-mâchées qu'on peut leur offrir, comme Scrum, Kanban, s'il faut rester encore, c'est de là qui sont les plus connus. En fait, j'aime bien piquer des mots à Scrum pour expliquer les choses de l'agilité. Parce que, mine de rien, le tu peux peut-être définir la différence entre Scrum et l'agilité, bien du sûr. coup En fait, techniquement parlant, le manifeste agile a été signé après la création de Scrum. Techniquement. Donc l'agilité c'est plus ou moins inspiré de Scrum, qui s'est plus ou moins inspiré du Toyotisme, qui s'est plus ou moins inspiré du Fordisme et du PDCA. Et du coup en fait tout ça est connecté, et l'agilité on peut le voir comme un ensemble de principes et de valeurs. Il y a ces 4 valeurs et les 12 principes, ou l'inverse, peu importe. Et en fait, Scrum va venir piocher dans ces valeurs et principes, même si ça a été créé avant, mais bon, peu importe, pour l'exercice-là, on va le considérer. Scrum applique ces valeurs et ces principes dans tout ce qu'il fait. Puis, si on s'en tient à ces valeurs et ces principes-là, tout ce qu'on fait pourrait être agile à partir du moment où on ne renie pas ces valeurs. Donc, Scrum est une méthodologie agile, une méthodologie qui respecte les valeurs et principes agiles, du manifeste agile. Tout comme Kanban peut être vu comme une méthodologie agile qui respecte les principes et valeurs. Mais dans l'ensemble, il faut voir l'agilité comme un espèce de process empirique qui va nous permettre de s'améliorer, en fait, tout simplement. Une philosophie, et puis c'est ça. Ça résout pas les problèmes, ça les met en exergue, ça nous permet de les voir, ça les rend visibles, tout simplement. Et Scrum et Kanban sont du coup des méthodologies qui sont conformes, on va dire, à l'esprit agile, mais c'est pas l'agilité. Après, un avantage de ces méthodes qui sont déjà éprouvées, c'est de fournir une base de travail à partir de laquelle on va pouvoir démarrer et commencer à itérer sur un process, une organisation un petit peu différente, mais ça fournit au moins une base. C'est un point de départ. Et un vocabulaire. C'est ça.
Et est-ce que pour vous, l'agilité aujourd'hui, on peut la faire dans toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a des typologies peut-être de projets ou d'entreprises qui peuvent être rédhibitoires complètement quoi. Alors tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit non, on ne peut pas faire de l'agilité partout. Ouais. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut en faire partout. Pourquoi on peut faire de l'agilité partout? Parce que comme on vient de le dire, l'agilité, c'est pas une méthode, c'est un état d'esprit. Dans les valeurs que moi j'aime beaucoup porter avec l'agilité, c'est le droit à l'erreur. On teste, on regarde si ça marche, on prend des feedbacks et on recommence. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est soit je réussis, soit j'apprends. J'échoue pas au final. Alors, l'avantage des méthodos comme Scrum ou autres, c'est que du coup les phases d'itération sont très courtes et du coup on perd que ce qu'on a investi sur un sprint. Le sprint peut être d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et donc du coup l'investissement en vaut souvent la chandelle. Je prends souvent l'exemple de Google en disant regardez ce que Google fait, ils investissent un peu au hasard, ils sont prêts à perdre quelques millions de dollars pour investir sur des boîtes, parce que dans le tas, il n'y en a rien qui va fonctionner. Et celle qui va fonctionner, ils pensent que ça va marcher, donc ils vont largement rentrer dans leur investissement. Oui, c'est le concept de la licorne, ça, sur l'investissement des startups. Mais... Ouais, mais pas que, dans le sens où on se donne le droit à l'erreur, on essaye, et c'est comme ça qu'on apprend, et qu'on grandit, et qu'on va avancer. Modulo que toutes les sociétés ne peuvent pas non plus aller faire des tests à plusieurs millions. Non, bien sûr, mais faire un test à une semaine, ça peut être quelque chose qui est envisageable. Si tu appliques les principes d'une start-up et que tu vas expérimenter sur un produit minimum viable, ton test il peut coûter peanuts en fait. Ouais. Ça va te coûter pas grand-chose, mais ça ne peut fonctionner que si tu fais ton test en pensant à comment tu vas mesurer. C'est cette boucle de feedback, produire, mesurer, apprendre. Mesurer, tu ne peux le faire que si tu as quelque chose à mesurer. Et ça, il faut l'anticiper quand tu commences à produire. Quand tu produis, il faut que tu définisses en amont quels indicateurs tu vas utiliser. Et si tu mets ça en place à l'avance, tu vas pouvoir, j'allais dire facilement, c'est un petit peu exagéré, mais tu vas pouvoir plus facilement en tout cas expérimenter sur des choses toutes petites. Il suffit pas de grand-chose pour récolter du feedback. D'ailleurs, à propos de feedback, est-ce que vous avez des feedbacks d'agilité réussis, du coup, vu que ça peut se faire partout, dans tout ce qui va être plutôt administratif, l'État, par exemple parce que bon, quand on pense à une structure un peu carrée, on pense souvent à l'État, même si, il est bon de le rappeler, au final, ceux qui sont allés sur la Lune, c'était des fonctionnaires. Des militaires. Oui, ça reste l'État. L'agilité dans l'armée, je le vois encore moins facile pour le coup. Mais peut-être que vous avez des cas où à l'intérieur des équipes. Alors il y a un sujet qui est assez surprenant si on considère que DevOps peut faire partie de l'agilité et de son mouvement où ça bouge. Et puis alors non, voilà, j'ai le meilleur exemple. Safe. Alors Safe, c'est agile à l'échelle, l'agilité à l'échelle. L'opérateur le plus avancé en France aujourd'hui sur Safe, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, ouais. Aujourd'hui, c'est Pôle emploi qui, alors en back-office, ça se voit pas encore vraiment quand on va derrière le guichet, mais c'est un des acteurs les plus avancés en France sur le sujet Safe. Il y a des notions de DevOps dont je parlais tout à l'heure, qui sont assez développées aussi sur les administrations. Donc en fait, on peut faire de l'agilité partout. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliqueraient pourquoi est-ce que après peut-être que c'est moi qui suis en train de succomber à des idées préconçues un peu idiotes, mais j'aurais pas imaginé Pôle emploi comme étant précurseur, comme étant leader de la vague. Je pense que c'est surtout une histoire de personne. Alors je connais pas le détail, mais c'est un consultant qui est intervenu là-bas et qui m'a raconté, et qui prend Pôle emploi comme exemple lorsqu'il promeut le référentiel Safe. Je me suis pas plus attardé que ça sur le sujet. Ça m'a surpris au départ, et puis après je me suis dit non, au final c'est pas si surprenant que ça. C'est intéressant que tu dises que ça revient à une histoire de personne. Ouais. On en revient à l'humain qui est au centre de tout ça. Moi, j'interviens personnellement dans une école qui est très proche de la fonction publique. Ils sont très ouverts et très pas en avance, mais très au fait de tout ça.
et il y a une vraie volonté d'aller dans cette direction, tout simplement parce qu'il y a un directeur qui veut pousser dans cette direction et qui... alors c'est peut-être aussi une question de génération, une question d'ouverture d'esprit et donc de personnes. Si effectivement on a quelqu'un qui veut garder un peu son précaré, sa baronnie et pas trop bouger, on va peut-être pas aller vers de l'agilité. Si on a au contraire quelqu'un qui regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui et qui potentiellement a voyagé comme nous, a eu d'autres expériences professionnelles à l'étranger, se dit qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est de recoller aux aspirations de l'humain au final, de collaborer, d'être un petit peu plus dans l'échange, de redonner du sens un peu au travail. L'agilité est un des moyens pour y arriver. Et du coup, tu parlais de la volonté d'ouverture d'esprit de la personne. Il y a des cas, si on fait une transition sur le côté humain, quelquefois, est-ce que l'agilité peut pas être amenée comme de manière un peu forcée, du coup, et comment ça se passe dans ces cas-là, quels sont les bons moyens d'amener l'agilité en fait dans l'entreprise? Parce que bon, des cas où c'est amené de manière forcée avec une entreprise qui a passé commande, dans le cas où on le disait d'agilité, et puis du coup on arrive avec des process. Enfin, quel est votre sentiment là-dessus tous les deux? J'aimerais juste en préambule recommander à tout le monde la lecture d'un article de Ron Jeffries, qui est un des créateurs de Scrum en fait, qui s'appelle The Dark Scrum, et un article dans lequel il s'excuse pour Scrum. M'a tellement tordu que c'est devenu pour certains un outil de micromanagement. Quand c'est commandé justement comme ça un peu brutalement et imposé à des équipes qui n'en veulent pas, ces équipes en souffrent en fait et ça crée plus de mal que bien. Je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que c'est un article que je trouve vraiment je le mettrai dans la description du coup. Et en miroir, une transformation agile réussie. Je sais pas si tu connais le livre le plus petit pas. Non, je connais. À mettre dans la description aussi, qui au contraire a une infusion d'agilité dans un milieu alors qui est complètement pas informatisé ou autre, peu importe, c'est un manager, on ne sait même pas trop ce qu'il fait, et en fait il voit l'agilité arriver par le bas, se mettre en place, et il ne comprend pas vraiment pourquoi et comment, mais ça marche, et donc du coup il laisse les choses se mettre en place. Alors moi dans les approches agiles, lorsque je parle d'agilité chez un client, j'essaie déjà de refixer du sens à toute l'action de l'entreprise. L'entreprise elle a forcément une raison d'être, et du coup il y a un client au final qui attend quelque chose. Et être agile c'est quoi? C'est essayer de répondre au plus proche des attentes du client, de produire de la valeur, tout simplement. Et du coup avec ce changement de paradigme où on arrête de regarder son collègue comme un maillon de la chaîne ou un concurrent des fois, un rouage d'une machine. Ouais, un rouage d'une machine. On se dit, on travaille pas pour mon copain de droite ou celui du premier étage, on travaille pour l'utilisateur. Et après, du coup, on découle un mot que j'aime beaucoup employer, c'est la redevabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire j'ai des objectifs, j'ai des contraintes, je suis redevable de quelque chose pour que l'entreprise fonctionne. Si je ne me sens pas redevable de ce travail-là, en gros, j'ai pas grand-chose à faire dans cette boîte. Donc, retrouver la redevabilité, redéfinir la redevabilité, et j'aime bien aussi m'appuyer sur une vision qui est pas forcément compréhensible par les managers. Les managers, ils attendent des compétences pour pouvoir produire quelque chose. Et je dis, mais vous avez des compétences qui sont peut-être pas forcément celles que vous attendez, mais à minima, les compétences que vous avez, utilisez-les. Et donc du coup, c'est-à-dire trouver les redevabilités, trouver les forces qu'on a déjà en soi, et une fois que ça c'est utilisé correctement, derrière on peut combler, soit en recrutant quelqu'un d'autre, soit en formant les gens, mais au moins les gens on les place déjà dans une disposition où ils sont utilisés pour ce qu'ils savent faire. Et après, quelqu'un qui est utilisé pour ce qu'il sait faire, il est beaucoup plus enclin à compléter ses compétences pour élargir et coller vraiment avec les redevabilités, plutôt que quelqu'un à qui on essaye d'appuyer sur la tête pour rentrer dans une direction parce qu'on a un besoin de faire un carré et pas un rond. Tout simplement dans des équipes ou des structures où pour évoluer dans sa carrière, on est obligé de passer par tel poste, etc. Parce qu'il y a des plans de carrière qui sont définis pour nous au début, dès le premier jour on met le pied dans la structure, c'est ça.
Comme cette légende du développeur qui doit forcément être chef de projet à un moment donné pour évoluer dans sa carrière et avoir un peu plus de salaire. Oui, alors ça c'est peut-être pas ce qu'il veut faire. Non, puis c'est deux filières fondamentalement différentes. T'en as une où t'es vraiment sur de la technique. Pour moi, un développeur qui évolue, c'est bien lead dev, architecte, voilà, on est plutôt sur cette branche-là. Le chef de projet, c'est plutôt quelque chose autour de la relation humaine, management, ce genre de choses. Quoi. Puis le développeur peut aussi évoluer dans son métier de développeur sans passer lead dev ou architecte. S'il a très envie d'aller explorer du dev de manière beaucoup plus pointue, mais rester dev. Pourquoi est-ce qu'on lui refuserait par exemple une augmentation de salaire qui correspond à sa seniorité, son expérience et à ce qu'il apporte comme valeur à la boîte, sous prétexte qu'il n'a pas envie de devenir architecte? Mais complètement. On en parlait l'autre jour, on était à une conférence où on a parlé d'intelligence artificielle tous les deux. Et clairement, ces IA de demain qui vont faire beaucoup de choses, on va pas refaire la conférence. Surtout qu'on est ridicule après Stéphane Mallard, on est d'accord. Mais toutes ces IA, il va bien falloir les produire. Et vu qu'on est quand même sur des technos qui sont sans doute les plus avancés aujourd'hui, il faut des devs seniors, justement, comme tu le dis. Et si un dev, dès que ça fait 10 ans qu'il bosse, on lui fait faire autre chose que de développer, à un moment donné, on se retrouve dans un métier où il n'y a aucun senior. Quoi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment faire ça. Et sur l'humain, tu parlais du coup de l'aspect de l'engagement des uns et des autres. Et puis, je rebondis aussi sur ce que tu disais, c'est est-ce que aujourd'hui, il faut conserver les fiches de poste? Est-ce que le concept d'un poste, en fait, dans une entreprise, c'est pas ce qui est amené à être le plus transformé, quelque part? Je te dirais qu'au sein d'une équipe, et là je vais citer un leader avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais au Canada, une de ses phrases fétiches, c'est « je ne veux pas voir de balle tomber ». Dès qu'un collègue lâchait la balle, pour lui, la responsabilité n'était pas au collègue qui a lâché la balle, mais aux autres autour qui l'ont laissé tomber en regardant. Et en fait, le problème qu'on peut avoir avec des fiches de poste, comme Scrum crée des attentes quand on utilise ce mot-là, la fiche de poste crée des attentes auprès de la personne qui a cette fiche de poste, mais aussi auprès des collègues qui voient cette personne qui a cette fiche de poste. Ce qui fait que, en fait, quand on se contraint des fiches de poste, la tentation du « c'est pas mon travail » devient très très grande. C'est pas mon périmètre. Exactement. Et du coup, on empêche la collaboration. Enfin, on empêche. C'est un peu exagéré. Alors là, je suis dans un cas très extrême, mais voilà, on contraint la non-collaboration et le fait de ne pas aller aider les autres. Assez récemment, je discutais avec un collègue de la difficulté du métier de chef de projet dans les CESI ou les ESN. Et en fait, à un moment donné, la phrase « si son projet est mal cadré, c'est son problème » est venue. Cette phrase-là m'a fait mal, non pas parce que j'ai été chef de projet pendant longtemps, mais plus parce que c'est un environnement qui a créé ce genre de réflexe-là, et ce genre de réflexe-là ne sont pas la responsabilité ni de la personne qui a prononcé cette phrase, ni du chef de projet qui effectivement peut-être manipulait mal son projet, mais plus la responsabilité d'un environnement dans lequel chacun son boulot. Un des principes de l'agilité aussi, alors qui est sous-jacent, c'est quand même la bienveillance. Et la bienveillance aujourd'hui, quand on définit des fiches de poste avec des périmètres, on est plus sur effectivement c'est mon périmètre, ça c'est le tien, fais ta partie du job, je fais la partie. Et on contraint, enfin on empêche cet esprit collaboratif. Alors la fiche de poste, ça me fait aussi penser à une expérience que j'ai eue où un de mes responsables me dit maintenant tu vas avoir une équipe, donc il va falloir gérer leur carrière, définir le stade junior, senior, comment les gens vont évoluer. Et en fait, je l'ai regardé parce que mon équipe était essentiellement composée de jeunes. Je dis, mais en fait, je crois qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'en fichent d'avoir junior, senior ou autre derrière leur titre. Ce qu'ils veulent, c'est trouver un environnement de travail où ils s'éclatent, où ils sont bien. Et le rapport, du coup, au poste, au CDI, au CDD, au titre, est relativement secondaire par rapport à l'intérêt qu'on peut avoir, au sens qu'on peut avoir dans un projet. Et du coup, derrière cette transformation digitale, alors je ne sais pas si c'est induit ou si c'est un hasard, mais se cache aussi un autre gros problème, c'est l'intégration des jeunes générations dans les structures d'entreprise telles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc du coup, un digital native qui arrive, qui maîtrise tous ces outils, et qui pour lui en plus, au-delà de l'outil, a intégré le fait de collaborer, d'échanger, de partager, de tester,
la place qui doit se faire et qu'il peut trouver dans l'entreprise aujourd'hui est très compliquée. Justement, je discutais avec ce manager en lui disant, mais rends-toi bien compte qu'aujourd'hui, les jeunes que je manage, s'ils ont un problème, ils vont se retourner déjà vers leurs collègues, et s'ils n'ont pas la solution, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se connecter sur un chat, ils vont poser la question à une communauté qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Les données vont sortir de l'entreprise, vont être manipulées, vont nous revenir, on aura la solution. C'est peut-être quelqu'un au Japon, en Australie ou au Canada, un de ses copains de promo qui est parti en stage ou autre, qui va lui répondre. Et c'est cet esprit-là qui est propre à cette génération, je ne sais pas, parce que moi je commence de l'avoir aussi un petit peu, mais qui est vraiment très présent en tout cas chez cette génération et qui est un peu en conflit, ou en tout cas qui est difficilement conciliable avec des entreprises très hiérarchiques, très cloisonnées, très fermées sur la sécurité. Et je pense que cette transformation digitale, via ces générations Y, sont difficiles aussi à vivre pour les entreprises. C'est quand même difficile de motiver quelqu'un à travailler dans une entreprise parce que quelqu'un-là est habitué à avoir des dizaines de canaux de communication vers l'extérieur. Quand on lui dit, mais nous on s'est digitalisé, on a Skype en interne. Ouais. Ça peut faire fuir un Tu sais, on a notre RSE. Voilà, c'est ça. Et surtout que le Skype en interne, en général, c'est le Skype entreprise qui est même pas compatible avec le Skype normal, quoi. En plus. Donc, c'est magique. Mais par contre, ton Gmail est bloqué, désolé. Tu peux pas aller sur Facebook ou sur Snap. Oh mince. Et du coup, oui, peut-être pour conclure, est-ce que la vraie transformation qui s'est pas opérée ou qui doit s'opérer pour ceux pour qui c'est pas fait, c'est pas juste en fait une transformation humaine et de la manière qu'ont les gens de travailler plutôt que les outils qu'on leur donne pour travailler? Alors, je sais pas s'il y a besoin d'une transformation, mais en fait le mot transformation me fatigue parce qu'on l'entend à peu près 40 fois par jour. Alors une évolution. Quel mot est-ce qu'on utilise? Moi, c'est une évolution. On a dit digital, c'est bullshit. Transformation, c'est bullshit. Quel mot on utilise alors? Moi j'aime bien parler d'évolution. Ouais. Et j'aime bien parler d'ouverture, tout simplement, d'ouverture d'esprit. Alors, petite anecdote assez marrante, j'animais un atelier où on parlait justement de transformation, et il y avait 2-3 personnes autour de la table qui, comme moi, avaient le poil qui se contractait un petit peu, on va dire. Ouais. Et il y avait un DSI d'un certain âge, mais très dynamique, qui était en pleine réflexion, et une personne beaucoup plus jeune, qui avait 25-26 ans, et je voyais qu'il y avait une incompréhension, et je demande à la personne un peu plus jeune, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et il répond, moi en fait je comprends pas de quoi vous parlez. La transformation, je suis né dedans, enfin Et en fait la personne un peu plus âgée s'est rendue compte à ce moment-là qu'il y avait en fait, on vit à un moment où il y a plusieurs générations qui se côtoient. Il y a vraiment des personnes qui subissent une transformation digitale, numérique, d'entreprise, ou comme on veut, de société, et qui la subissent de plein fouet, parce que, un, ils ne maîtrisent pas les outils, deux, ce qu'on disait tout à l'heure sur le test, l'ouverture, le partage, c'est pas comme ça qu'ils ont fait 60-70% de leur carrière, ils sont habitués à un modèle qui est fermé, qui est siloté, on va faire à son chef et autres. Et en fait, il faut laisser personne dans ces transformations, dans cette évolution, il faut laisser personne sur le bord de la route. Moi j'ai l'habitude de dire à mes clients, quand vous communiquez sur un projet en interne, quand vous communiquez sur une nouvelle orga, utilisez tous les moyens que vous pouvez. Faites le PowerPoint ultra conventionnel que tout le monde... et envoyez-le surtout par mail, parce que vous allez avoir les plus anciens qui vont... et c'est pas péjoratif de dire anciens, les plus anciens dans la boîte, qui vont utiliser parce qu'ils consomment ce canal et c'est pour eux le plus important. Et à l'inverse, postez-le sur vos RSE, faites une page Facebook là-dessus, parlez-en sur des corner coffee pour pouvoir partager avec les plus jeunes, parce que c'est comme ça qu'ils vont prendre l'information. C'est de s'adapter à chacun. C'est de s'adapter. Et là, je pense qu'on est sur un moment où on a un panel de culture, d'expériences qui est très diverse, qui est beaucoup plus difficile à gérer que ce que moi j'ai connu quand je suis arrivé sur le monde du travail il y a une grosse quinzaine d'années, ou même ce que nos seniors, entre guillemets, ont connu il y a 20-30 ans.
puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des écoles maintenant proposent aux étudiants de partir un semestre à l'étranger. Ce qui fait qu'ils voient comment on fait ailleurs, que ce soit en Amérique du Nord pour parler de ce que je connais, ou même en Chine, en Asie. Ça veut dire que ces jeunes-là, ils reviennent en France sur le marché du travail avec une vision culturelle du monde du travail qui est autre, qui est vraiment complètement différente de celle qu'on cherche à leur imposer dans des entreprises qui potentiellement peuvent être un petit peu réfractaires au changement, on va dire ça comme ça. Et puis de toute façon, même les entreprises qui sont de plus en plus internationales aussi, au sein même d'une entreprise, d'un groupe, il va y avoir des personnes dans les pays nordiques, d'autres en Amérique latine, ça se gère pas du tout pareil. Et cette richesse de culture, elle fait quand même. C'est pour ça que je parle plus d'évolution que de transformation, même si certains le vivent comme une vraie transformation. Et pour refaire un parallèle avec l'agilité, il y a la roue de Modern Agile, qui reprend un petit peu les 4 valeurs de l'agilité, qui les a un petit peu reformulées. Il y en a une en particulier d'ailleurs qui est au cœur, je pense, de ce genre d'opération, ce genre de choses, c'est rendre les gens formidables. Ça paraît un peu idiot, mais quand on dit rendre les gens formidables, c'est pas juste les collaborateurs, les salariés, on parle des clients qui vont utiliser le produit, on veut les rendre formidables avec son produit. On veut rendre formidables aussi les dirigeants, les couches managériales, les RH, les salariés, tout le monde, tous ceux qui sont en contact de près ou de loin avec notre entreprise et la valeur qu'on crée, la valeur qu'on cherche à livrer sur le marché, on veut rendre tout ce petit monde-là formidable. En fait. Et tout ça, si on converge dans ce sens-là et si on garde cette valeur-là en tête, il y a peu de chances qu'on laisse des gens sur le carreau. En fait. Je pense que c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion sur la bienveillance. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. J'espère que ce format vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis on se fera un plaisir tous les trois d'y répondre. Et puis à bientôt pour un prochain format de ce style ou à Digital Terrace. Voilà. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.